Bienvenue à tous dans French Listen, votre rendez-vous pour apprendre, progresser et surtout, personnaliser votre apprentissage du français. Moi, c'est Sandra et je suis super contente d'être ici avec Bernard, mon acolyte du jour. Salut Bernard! Bonjour Sandra, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être à nouveau derrière un micro, bon, en virtuel cette fois. D'ailleurs, quand on parle de préparation aux examens, moi, ça me fait toujours penser à mes galères avec les tout premiers tests en ligne. J'étais, pas du tout à l'aise. Je confondais toutes les plateformes. J'avais l'impression d'être un dinosaure perdu dans la jungle du numérique. La technique me faisait suer plus que la grammaire, honnêtement. Oh mais c'est fou comme ça me parle! J'ai eu presque la même expérience au début, sauf que j'appuyais toujours sur le mauvais bouton. Et ça c'est resté. Aujourd'hui, on va justement discuter de la préparation du DELF B2 en ligne et comment la rendre vraiment personnalisée. C'est devenu la façon de se préparer pour beaucoup de candidats, surtout depuis la pandémie. T'as remarqué comme ça s'est explosé, l'offre d'outils en ligne, Bernard? Oui, c'était inimaginable avant 2020. Et maintenant, si t'as une connexion Wi-Fi, enfin, une bonne, tu peux quasiment tout faire à distance. Mais parfois, on s'y perd un peu, hein. Alors, juste pour remettre les pendules à l'heure, le DELF B2, c'est cet examen de français qui ouvre pas mal de portes. Études, boulot, même immigration, non? Beaucoup d'étudiants stressent, mais franchement, le préparer en ligne, ça peut tout changer. Exactement. Ça rend l'apprentissage plus flexible. On peut réviser quand on veut, où on veut. Sur la tablette, le téléphone, parfois même, sous la couette, soyons honnêtes. J'ai accompagné un jeune l'an dernier, Maxime, brillant mais super anxieux quand il s'agissait d'examens papier. Mais en ligne, il a découvert qu'il pouvait avancer à son rythme, piocher des ressources en temps réel. Ça l'a transformé. Oui, mais vraiment. J'ajoute que tu as accès à plein de ressources modernes. Vidéos interactives, simulateurs de tests, corrections instantanées. Des trucs que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé. Surtout, tu peux adapter tout ça selon tes besoins. Ce qui nous amène au sujet clé, la personnalisation. Oui, parce que, et je le dis à mes élèves tout le temps, il n'y a pas une seule bonne façon de préparer le DELF B2. Faut s'adapter à son propre profil, ses points forts, ses points faibles. Moi, je commence toujours par un mini-diagnostic, tu vois. Quelques questions, un petit test oral et paf, on établit ensemble sur quoi travailler en priorité. Absolument, Sandra. Et puis, aujourd'hui, t'as tout un tas d'outils numériques pour ça. Des applis qui suivent ta progression comme un coach. Des plateformes où tu peux enregistrer tes progrès. Même un simple tableur si t'es un peu à l'ancienne. D'ailleurs, Sandra, si t'avais à choisir, t'utilises quoi, toi, pour suivre l'évolution de tes élèves? J'aime mixer. Tableur, journal de bord numérique. Parfois, j'encourage à enregistrer des audios pour l'oral et à s'auto-évaluer. Je demande toujours aux étudiants où tu te sens le plus à l'aise et où tu bloques vraiment. Parce que c'est là qu'on peut vraiment personnaliser l'approche. Alors parlons concret, les plateformes. Il y en a une montagne, hein. J'ai testé Preply, bon, c'est pas pour faire de la pub, et Global Exam. Très bien, mais alors Global Exam, ils avaient ce bug. Je te jure, chaque fois que j'arrivais à l'exercice difficile, paf, l'appli plantait. Pile au moment où je me dis, ça y est, je gère, tout s'efface. D'ailleurs, c'est pas frustrant ça? Absolument, c'est tellement rageant. J'ai eu la même aventure sur Quizlet une fois. Connexion perdue à la fin du quiz et hop, résultat envolé. Mais bon, quand ça marche, ces plateformes sont hyper utiles. Plans personnalisés, corrections détaillées. Mon conseil, c'est de pas s'éparpiller. 2-3 outils max, mais bien choisis. Tu partages, Bernard? Carrément. Faut éviter l'effet enfant dans un magasin de bonbons, à tout vouloir tester. Au final, tu avances pas. Mieux vaut se concentrer sur ce qui marche pour soi, tout en se gardant une petite curiosité technique, sinon on s'ennuie. Justement, en parlant de curiosité, la compréhension orale. Alors là, podcast, vidéo YouTube, dictée interactive, c'est top. Je conseille d'écouter des contenus authentiques, même hors contexte scolaire. Genre un reportage radio sur les fromages ou une chronique météo, pourquoi pas? Ah, la météo. Voilà un domaine que je connais. Tiens, j'ai eu un étudiant qui s'entraînait pendant un orage, littéralement. Sauf qu'en plein exercice, la connexion saute, plus d'audio. Là, il a improvisé, essayé de reconstituer ce qu'il avait entendu. Finalement, c'était la meilleure révision de l'année. Comme quoi, parfois, les imprévus, ça aide. Ouais, c'est génial ce genre d'anecdote. Et pour s'entraîner gratuitement, il y a des podcasts comme Journal en français facile, des chaînes qui proposent des dictées en direct,
Même la radio classique en fond, c'est utile. Faut juste rester régulier et se challenger un peu, pas toujours la facilité. Alors, autre point clé, personnaliser l'écrit et l'oral. Au lieu de faire les mêmes sujets que tout le monde, je propose souvent d'écrire sur des passions, la cuisine, les voyages, même sa collection de timbres. Une fois, une élève a fait tout un dossier sur ses aventures imaginaires à travers l'Asie. Elle a progressé à vue d'œil juste en s'amusant. C'est ça l'astuce. Et puis pour l'oral, rien de mieux que les simulations. Un zoom, quelques amis, un retour personnalisé. Parfois ça donne des situations épiques. Je me rappelle d'une simulation où j'ai confondu les sujets. Je répondais sur les transports alors que la consigne, c'était la santé. Mais le retour a été précieux. C'est là où la vraie magie opère. Totalement. Et l'étape qui fait souvent peur, c'est s'auto-évaluer. Entre les quiz en ligne, les portfolios où on enregistre ses progrès, et même, tiens, un journal de bord. Il y a 1000 façons de voir son évolution. Perso, je conseille aussi de se réécouter de temps en temps pour sentir les progrès, ou les tics de langage. Alors là, Sandra, je plaide coupable. J'ai toujours à côté de mon clavier, attends, je l'ai là, mon vieux carnet à spirale. J'y note tout, les erreurs, les réussites, un peu comme un journal de bord à l'ancienne. Je trouve que ça aide, ça concentre. Et pour la motivation, tu fais comment, toi? Difficile, hein? Mais je suggère aux étudiants de varier les formats, de récompenser chaque petite victoire. Et surtout, de pas avoir peur des jours sans. Ça arrive. L'essentiel, c'est de pas lâcher. Parlons-en de la motivation. Les communautés en ligne jouent un rôle énorme. Forums spécialisés, groupes Facebook, Discord. Perso, je trouve l'ambiance sur les serveurs Discord souvent super bienveillante. Oh oui, moi, je l'avoue, je suis accro à mon groupe WhatsApp ex-Delfer. Ça papote, ça échange des astuces, même des mèmes, tu vois. Ce genre de soutien est incroyable, surtout dans les jours de doute. Exact. Je dis toujours, faut choisir un groupe où tu te sens à l'aise, pas jugé. Parce qu'au final, préparer le DELF, c'est aussi une affaire de solidarité. On avance mieux ensemble, voilà. On y vient, le stress. Juste avant l'examen, c'est la panique pour beaucoup. Respiration, ancrage, mini-pause, tout ça, ça paraît simple, mais ça aide vraiment à rester zen et confiant. Il y a des applis de méditation, mais aussi de simples exercices de respiration guidés sur YouTube. Et puis, il y a les fameux bugs techniques. J'ai eu la totale une fois. Plantage général avant la session blanche, le micro qui voulait pas. J'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, j'avais juste envie de me planquer sous le bureau. Mais bon, après avoir vécu ça, plus rien ne peut arrêter. Les simulations en conditions réelles, c'est la clé contre l'anxiété. Exactement. Plus on simule, plus on se sent prêt. Et au pire, s'il y a un truc foire, ça fait une bonne histoire à raconter. Dernière astuce, Bernard? Moi, je dirais, osez demander de l'aide, testez différentes méthodes et ne vous mettez pas la pression pour être parfait dès le début. Je rajouterais, amusez-vous avec l'outil en ligne qui vous correspond. Gardez ce petit côté explorateur. Et si tout plante, un carnet à spirale, ça ne bug jamais. J'adore. Et comme j'ai entendu dans un podcast que j'adore, la progression, c'est une succession de petits échecs sur lesquels on construit ses plus belles réussites. Alors gardez le cap et le sourire. Pareil, je suis preneur des sourires. On vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. On parlera des techniques de mémorisation, ou peut-être des erreurs drôles à l'oral, va savoir. Merci à tous pour votre écoute, vos messages et surtout, votre persévérance à toute épreuve. Bernard, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est pour moi, Sandra. À bientôt à toutes et à tous, et bonne révision d'ici là. Salut, bye bye. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans une question que beaucoup de gens se posent. Comment on fait concrètement pour commencer à apprendre le français quand on part vraiment de zéro? Et pour ça, on a une collection de documents assez riche, je trouve. Oui, c'est fascinant. On a des fiches de phonétique très visuelles, des dialogues qui vont de la boulangerie du coin à un débat politique assez tendu, et même des articles sur les meilleures stratégies. C'est une excellente compilation. Parce qu'on n'a pas seulement la matière brute, les mots, les phrases, mais on a aussi le mode d'emploi. C'est une sorte de kit de démarrage complet. Exactement. Il y a le quoi apprendre et le comment s'y prendre. Voilà. Du coup, l'idée,
c'est de voir si on peut tracer une sorte de chemin, une carte, pour la personne qui se lance. Pas de promesse de devenir bilingue en une après-midi, hein, mais plutôt De poser des fondations solides, pour que l'édifice tienne la route. c'est ça. Alors, la fameuse question « par où on commence ?» Et là-dessus, toutes nos sources, notamment l'article de Global Exam, sont formelles. Ah oui, Tout part de l'alphabet et de la prononciation. C'est la base de la base. c'est un point absolument crucial. Parce que le français a cette particularité d'avoir un décalage, parfois énorme, entre ce qu'on lit et ce qu'on entend. C'est le moins qu'on puisse dire. Les fiches illustrées de la source Mes premiers pas en français le montrent très très bien. Prenez juste la lettre E. Rien que cette lettre. Ah oui, c'est tout un univers. Vous avez le son E, qu'on appelle le E muet, comme dans fenêtre. Oui. Vous avez le son E, bien fermé, comme dans télé. Et puis le son est, beaucoup plus ouvert, dans zèbre ou chaise. Attendez, rien avec la lettre E, on a déjà 3 sons différents. C'est un vrai casse-tête. Ça peut l'être, oui. Honnêtement, si on me dit que la première étape, c'est de mémoriser tout ça, ça peut être un peu décourageant. On n'est pas tenté de sauter cette étape et de foncer dans le tas. C'est une tentation très commune. Et on peut, bien sûr, mais c'est un peu comme construire une maison sans... Sans vérifier les fondations? Voilà. Tôt ou tard, on se heurte à un mur. Personne ne nous comprend et on ne comprend pas les nuances. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les fameuses lettres muettes. Ah oui, le T à la fin de esprit ou le E de librairie qui disparaissent comme par magie. Précisément. Ajoutez à cela les sons nasaux, qui sont un vrai défi pour beaucoup, et les combinaisons de lettres qui fusionnent. O et O qui donnent le son O. Ah, le fameux gâteau. C'est l'exemple parfait. Exactement. Ou OU qui donne U comme dans poule et OR qui donne OA dans voiture. Une fois qu'on maîtrise ça, on a déjà franchi une étape psychologique majeure. D'accord, on a les briques, les sons, la prononciation. On passe aux mots, j'imagine. La méthode la plus efficace, d'après les sources, c'est le vocabulaire du quotidien. Ben oui, celui qui sert tout de suite. Le dialogue à la boulangerie, c'est un exemple parfait. On y trouve des phrases comme « 2 croissants au beurre, s'il vous plaît » ou la question du boulanger « Je vous le tranche ?» C'est immédiatement utile. Et ça vient avec le vocabulaire spécifique. Une baguette, un pain au chocolat. Ou une chocolatine, attention. Ah, on ne rentre pas dans ce débat. Mais oui, un éclair, un Paris-Brest, c'est concret, c'est bon, ça motive. Et ça permet de survivre en France. C'est un bon début. Et cette idée, on la retrouve dans les listes de mes premiers pas. Les loisirs, j'aime jouer aux cartes, ou les professions. Plus tard, je voudrais devenir pompier. L'idée, c'est d'apprendre des mots qui permettent de parler de soi très vite. D'accord, donc on a les briques, les sons, on a le ciment, le vocabulaire. Maintenant, il faut jouer au maçon. Comment on assemble tout ça pour construire sa première phrase? Alors là, la recommandation unanime, c'est la simplicité. On commence par la structure la plus basique qui soit. Sujet, plus verbe, plus complément. On se complique pas la vie. Surtout pas. Les tout premiers dialogues de la source AWS sont une illustration parfaite. Bonjour, je m'appelle Sébastien, et toi, comment tu t'appelles? Simple, efficace. Ou encore, je suis marié et j'ai 2 enfants. C'est court, c'est direct, et ça marche à tous les coups dans une première conversation. La complexité, ça vient bien plus tard. Et qui dit verbe dit Conjugaison. la bête noire. Les sources suggèrent de ne pas tout apprendre d'un coup, j'imagine. Hein. Absolument pas. Ce serait la meilleure façon de se décourager. Non, la stratégie, c'est de se concentrer sur l'arsenal de survie, disons. Les temps essentiels. Exactement. Les documents en mettent 4 en avant. Le présent, évidemment, le passé composé pour raconter une action finie, l'imparfait pour décrire et le futur simple. Avec ces 4-là, on peut déjà tenir une conversation. Se présenter, raconter sa journée d'hier, parler de ses vacances de la semaine prochaine. Voilà, on n'est pas Molière, mais on est fonctionnel. Justement, la conversation. Une fois qu'on a ces outils, les dialogues sont présentés comme le cœur de la méthode. Mais comment on choisit un bon dialogue ? Alors, la source AWS donne une grille de lecture très utile, avec 3 critères. Le type, film, vie réelle, etc. Le niveau, la règle d'or, c'est de comprendre au moins 90%. En dessous, c'est frustrant. On passe plus de temps dans le dictionnaire qu'autre chose. C'est ça. Et le 3e critère, qui est peut-être le plus important, les goûts personnels. Si on déteste la politique, on évite le débat politique. Hein. Logique. Et dans nos documents, on voit d'ailleurs une progression très claire. Oui,
on peut presque y voir un parcours. Niveau 1, le quotidien, avec la journée typique. Je me lève à 7 heures, je prends le métro. C'est descriptif, factuel, centré sur soi. Puis on monte d'un cran. Le dialogue sur l'organisation d'une soirée, c'est déjà autre chose. On a des « on pourrait organiser »,« qu'est-ce que tu en penses ?» On interagit. On négocie, on planifie à deux, on n'est plus seul. Et le troisième niveau, c'est celui de l'opinion. La conversation sur les vacances de rêve. Ah oui, l'aventure dans la forêt amazonienne contre l'hôtel de luxe en Asie. Exactement. Là, le langage se fait plus subtil. On doit justifier, argumenter, essayer de convaincre. On passe de la description à la persuasion. D'accord, donc on choisit le bon dialogue. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? On se contente d'écouter en boucle. C'est une option, mais on peut faire beaucoup plus. Les sources proposent en fait un éventail d'approches. Il y a l'approche scolaire. Écouter, puis répondre à des questions. C'est très bon pour vérifier. Il y a aussi l'approche plaisir, non? Regarder un film en VO sous-titré en français, écouter une chanson, juste pour le bain linguistique. Exactement. On laisse son cerveau s'habituer à la musique de la langue, sans la pression. Et puis, il y a l'approche active. Et ça, c'est sans doute la plus transformatrice. C'est-à-dire? On prend la transcription du dialogue et on la lit à voix haute. On essaye d'imiter l'intonation, le rythme. On ne consomme plus la langue, on commence à se l'approprier. Et j'imagine que c'est la dernière étape avant de se jeter à l'eau pour de vrai, dans une vraie conversation. C'est la transition parfaite. Et c'est là que les idées des fiches sur les ateliers de conversation, celles de la BIP et du Point du Fleu, prennent tout leur sens. C'est le pont entre la pratique en solo et la conversation spontanée. Voilà. Et ils proposent des activités ludiques pour faire sauter les verrous. J'ai noté le jeu Deux vérités et un mensonge pour se présenter ou utiliser des photos pour inventer une histoire. Ça dédramatise complètement la prise de parole. C'est le but. La transition de la compréhension à l'expression est un saut énorme, qui peut générer beaucoup d'anxiété. Le jeu, c'est ce qui permet de transformer ce saut en une simple marche. On oublie la peur de l'erreur parce qu'on est concentré sur l'objectif du jeu. Ce qui me frappe aussi, c'est que les sources ne nous cantonnent pas à un français de scène, de carte postale. On va très vite vers le langage authentique, celui qu'on entend dans la rue. Ah oui, le dialogue sur la teuf de Mathieu est un cas d'école. C'est ça, on plonge dans le grand bain du français parlé avec l'argot, le verlan. Exactement. On apprend que teuf, c'est le verlan de fête, que quand on est deg, on est dégoûté. J'adore se prendre un râteau. C'est une image tellement parlante. C'est ce genre de choses qui doit donner l'impression de vraiment craquer le code de la conversation. Tout à fait. Et on découvre des expressions comme « elle était torchée » pour dire qu'elle avait beaucoup trop bu, ou « les flics » et son verlan « les keufs » pour la police. C'est fascinant parce que ce n'est plus seulement un cours de langue à ce niveau. Non, c'est une fenêtre ouverte sur des codes sociaux, sur une culture. C'est presque de l'anthropologie. Comprendre ces mots, c'est commencer à comprendre des dynamiques de groupe. Et la complexité ne s'arrête pas là. Le dernier dialogue nous emmène carrément dans un débat politique. Oui, et il faut préciser que l'idée n'est pas de prendre parti, bien sûr, mais d'analyser la mécanique du langage. La mécanique argumentative? Voilà, et c'est une compétence à part entière. On voit comment les attaques sont construites. Par exemple, un intervenant lance « Ça fait déjà 5 ans que le parti de Madame Leclerc est au pouvoir, et on voit très bien le résultat. Le chômage est au plus haut, c'est direct, c'est accusateur. » Et la réponse est tout aussi codifiée. C'est facile de faire de la démagogie comme ça. Il faut s'en tenir aux chiffres. On entre dans un lexique très spécifique. Démagogie, s'en tenir aux faits. Et ce qui est intéressant, c'est que ce langage n'est pas seulement pour les politiciens, n'est-ce pas? On retrouve ces tournures dans les discussions professionnelles ou même des dîners de famille un peu animés. C'est un excellent point. Apprendre à repérer ces stratégies, c'est utile partout. Dans ce même débat, un participant accuse l'autre de faire « deux poids, deux mesures ». Une expression idiomatique très forte. Très forte, oui, pour dénoncer une injustice. Maîtriser ce niveau de langue, c'est passer du statut de simple locuteur à celui de communicant efficace, capable de défendre un point de vue. Alors, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, le parcours qui se dessine est finalement très progressif. Très logique, oui. On part des sons, on les assemble en mots, les mots en phrases simples, puis on s'entraîne avec des conversations de plus en plus riches et authentiques. C'est la trajectoire. On va du plus petit au plus grand, du plus simple au plus complexe, et du plus personnel au plus social. On commence par « je m'appelle » et on finit par pouvoir analyser un débat sur le chômage. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit au fond? Si on devait distiller l'idée maîtresse de tous ces documents?
quelle serait-elle? Si on prend du recul, la vraie clé, je pense, c'est que l'apprentissage n'est pas une ligne droite. C'est plutôt une série de cercles concentriques. C'est-à-dire? On commence avec un son, puis un mot, puis une phrase. Mais on y revient constamment. On réapprend la prononciation en lisant un dialogue complexe à voix haute. On découvre du vocabulaire en écoutant un débat. Ce n'est pas une checklist d'étapes à cocher, c'est un écosystème où chaque élément en nourrit un autre, en permanence. C'est une très belle image. Et en parcourant toutes ces sources, une dernière pensée m'est venue. L'accent est mis de manière quasi exclusive sur l'acquisition de l'oral, sur la capacité à converser. C'est vrai. Ça soulève une question pour ma suite. Une fois que la conversation est maîtrisée, quelle est la prochaine frontière? Est-ce que c'est la capacité de lire un roman classique dans sa version originale? Ou bien celle de rédiger un argumentaire complexe par écrit? Comment l'oral et l'écrit s'enrichissent l'un l'autre dans cette quête d'une maîtrise totale? C'est une excellente question et elle ouvre tout un autre champ de discussion. Une question à méditer.